Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes dans Carnot Inside, le podcast qui éclaire le présent et le futur de la recherche, porté par le réseau des Carnot, première force de recherche publique mobilisée pour l'innovation des entreprises. En quelques chiffres, c'est un réseau qui fédère 35 000 professionnels de la recherche au sein de 39 instituts labellisés par le ministère en charge de la recherche. Il représente 55% de la R&D financée par les entreprises à la recherche publique française et lance chaque année une centaine de start-up technologiques. Voilà pour les chiffres. Concrètement, le réseau des Carnot présente une spécificité unique. Il ouvre aux entreprises l'accès à un véritable réseau fédérant le meilleur de la recherche française. Au fil des épisodes de ce podcast, nous analyserons donc comment la recherche publique peut être le moteur de l'innovation industrielle et raconterons des histoires de chercheuses et chercheurs qui trouvent, appliquent et construisent le monde de demain. Aujourd'hui, nous allons donc parler des dernières recherches en matière de diabète, cette maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en France. Dans notre sang, nous avons tous et toutes un taux de sucre qui doit être constant. En temps normal, c'est le pancréas qui se charge de le réguler, sauf que parfois, cette machine bien huilée déraille. Et c'est justement tout le sujet des travaux de nos invités du jour, à l'origine d'une véritable révolution thérapeutique pour aider les personnes atteintes de diabète. Maëva Doron, vous êtes docteure, ingénieure, chercheuse au CEA et lauréate du prix Carnot de la recherche partenariale soutenant la création d'une entreprise. Et Guillaume Charpentier, vous êtes grand diabétologue français spécialisé dans l'endocrinologie et cofondateur de l'entreprise Diabeloop. Alors, pour commencer, et avant de rentrer dans le détail de vos recherches, j'aimerais qu'on commence par poser des bases un petit peu triviales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le diabète et la distinction entre le diabète de type 1 et 2, Guillaume? Le diabète, c'est trop de sucre dans le sang. Et trop de sucre dans le sang, c'est pas très bon si on le laisse traîner longtemps parce que ça se dépose partout. Alors, il y a deux sortes de diabète. Diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il faut bien avoir en tête que le sucre, c'est ce qui nourrit nos cellules, bien entendu, sauf que ce sucre que l'on absorbe par la bouche et qui va dans le sang, il faut qu'il rentre dans les cellules. Et il y a une clé pour permettre le rentrée de ce sucre dans les cellules qui s'appelle l'insuline. Si vous n'avez pas d'insuline, vous n'avez pas de clé, et puis vous mourrez, tout simplement, voilà. Ça, c'est le diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est une maladie qui touche les enfants ou les adultes jeunes, mais qui peut toucher tout le monde, et qui est une autodestruction des cellules fabriquant l'insuline. Et il n'y a qu'un seul traitement, c'est l'injection d'insuline, soit en petite quantité en permanence pour nourrir le corps entre les repas, soit un grand flash quand on mange pour pouvoir assimiler tout ce que l'on vient de manger. Ça, c'est le diabète de type 1, 200 à 300 000 personnes en France. Okay. Le diabète de type 2, donc, est beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fréquent, 4 à 5 millions de personnes. Il touche des gens qui ont en général du diabète dans la famille. Souvent un parent est atteint, et ça on verra tout à l'heure comment on peut le prédire et donc le prévenir. Et ça démarre en général vers la cinquantaine, mais ça a tendance à démarrer de plus en plus tôt. C'est une drôle de situation, c'est peut-être pas vraiment une maladie, c'est une situation du corps qui est apte à résister quand il n'y a rien à manger. Par contre, quand il y a surabondance alimentaire, ce qui est un avantage et un inconvénient, et on a du mal, quand on a cette caractéristique, à utiliser tous ces aliments, et on a tendance à grossir et à faire monter sa glycémie progressivement. Donc c'est une maladie beaucoup plus sournoise, qui peut rester des années méconnue, ce qui est assez embêtant parce que les complications se développent. Et donc quand on a des antécédents du diabète de type 2 dans la famille, il faut vérifier son taux de sucre régulièrement. Alors, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, le diabète, c'est une maladie qui est excessivement répandue, mais c'est aussi une maladie qui est très exigeante, qui demande une attention de tous les instants. Il faut vérifier sa glycémie plusieurs fois par jour, il faut ajuster la dose d'insuline à injecter, compter la part de glucides dans ses repas. Et on sait que la moindre part de pizza, la moindre séance de footing peut venir un peu chambouler tout ça. Alors, comment est-ce qu'on vit concrètement avec le diabète aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se soigne? Et qu'est-ce qui a changé ces 10 dernières années, Maëva? Pour les patientes et les patients atteints de diabète, c'est vraiment compliqué au quotidien. Parce qu'en effet, comme c'est une maladie chronique, elle dure toute la vie et chaque jour, de chaque semaine, tous les week-ends, pendant les vacances, on doit s'occuper de cette maladie. Donc ceci veut dire surveiller sa glycémie. Donc pendant longtemps, cela se faisait avec une prise d'une goutte de sang et on vérifiait le taux de glucose avec l'aide d'un glucomètre. Et maintenant, les nouvelles évolutions font qu'on a plutôt des patchs qui sont posés sur la peau, sur le bras ou sur le ventre,
qui donne une valeur toutes les 5 minutes de cette glycémie, ce qui permet de suivre plus précisément l'évolution du sucre dans le sang. Plus récemment, il y a eu les pompes à insuline qu'on peut commander avec une commande numérique et donc on peut ajuster plus précisément le débit, ne serait-ce que pendant les repas, mais également au fur et à mesure au cours de la journée. Les patientes et les patients ont des indications, c'est-à-dire qu'elles doivent calculer la quantité de glucides qu'elles ou ils mangent pour chaque repas et ensuite ajuster la dose d'insuline. Les chiffres fonctionnent en gros, mais il y a des difficultés parce que c'est variable. Il y a des fois où on mange la même chose que la veille et le résultat en glycémie n'est pas le même parce qu'il y a des facteurs non expliqués ou alors qu'on ne peut pas mesurer. Est-ce qu'on est plus ou moins fatigué, plus ou moins stressé, ou on a fait plus ou moins de sport les journées précédentes. Donc tout ça complique la vie des personnes parce que elles doivent elles-mêmes décider les doses de leur traitement en fonction de leur vie au quotidien. Et c'est une fatigue et une charge mentale au long terme. Oui, donc ça reste quand même une contrainte assez forte. Et vous, justement, vous avez travaillé à une solution avec une technologie qui s'appelle le pancréas artificiel pour justement automatiser une partie de ce processus et alléger cette charge mentale que vous décrivez. Comment vous avez réussi à faire ça? Comment ça s'est passé et comment ça fonctionne? Ce projet a été réalisé en étroite collaboration entre le CERI-TD, Diabeloop qui a été fondé au bout de quelques années, et le CEA-Leti qui est un des 39 instituts Carnot. Une des spécificités de l'Institut Carnot CEA-Leti, c'est de travailler avec et pour l'industrie, avec un bon niveau de maturité au moment du transfert des recherches et avec un bon niveau de protection, tout ce qui touche à la propriété intellectuelle. Donc c'est l'idée de dire qu'on peut, grâce au progrès de la technologie, avoir un contrôle de l'injection d'insuline plus fin, plus fréquent, afin de maintenir la glycémie dans les meilleures limites possibles. Comment ça se passe? On a monté ce projet en collaboration avec donc le CERI-TD, des diabétologues qui ont défini le besoin des patientes et patients et qui avaient déjà dans leur expérience développé des produits de technologie avancée, et avec le CEA, qui est un institut de recherche Carnot, qui a vocation à transmettre les innovations au bon niveau de maturité aux industries et aux startups. Le principe, c'est de récolter, recueillir les données de glycémie toutes les 5 minutes fournies par ces capteurs. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur l'état de la littérature scientifique existante parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont travaillé sur l'équilibre entre la glycémie et l'insuline pour les personnes. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous mangeons, la digestion va provoquer l'effet de faire monter la glycémie, le taux de sucre dans le sang. À l'opposé, quand on fait une injection d'insuline, cela fait baisser le taux de sucre dans le sang. Et il y a à l'intérieur de notre métabolisme plusieurs mécanismes, plusieurs voies d'action de l'insuline qui sont à prendre en compte. Nous avons utilisé la structure de ce modèle et nous avons développé des méthodes avancées de personnalisation de ce modèle pour chaque patiente, chaque personne, à chaque instant. Nous recueillons les données historiques de glycémie, nous recueillons l'historique des données de glycémie, l'historique des données d'insuline, ainsi que les repas qui ont été pris. Et nous effectuons une opération de personnalisation, donc de calibration du modèle, avec le fait de retrouver les valeurs des paramètres du modèle. Ainsi, à l'instant T maintenant, après cette phase d'optimisation, nous pouvons dire que nous approchons au mieux le fonctionnement métabolique de la personne. Et nous nous servons de ce modèle pour faire des prévisions dans le futur, dans les prochaines heures. Cela n'est pas simple parce que il y a des latences, c'est-à-dire qu'il y a des délais entre le moment où l'on mange et le moment où l'effet de la digestion fait monter le sucre. Et il y a des latences entre le moment où on injecte l'insuline et le plein effet de l'insuline. Et ceci peut être pris en compte dans la modélisation. Cela permet donc d'ajuster le traitement d'insuline et cela permet ainsi de prendre le relais de la personne qui n'a plus à faire ses calculs très régulièrement. Le résultat de tout ça, c'est un meilleur équilibre glycémique pour les personnes qui utilisent le système. Et ça, pour être bien clair, ça fonctionne sur tout type de diabète, comme le précisait au tout début Guillaume Charpentier. L'objectif du système de pancréas artificiel, c'est d'optimiser la délivrance de la dose d'insuline
en fonction des besoins de la personne et en fonction de son historique, non pas de ce qu'elle dit, mais de son historique tel qu'on peut l'observer en glycémie. Et donc, toute personne qui a besoin d'insuline a potentiellement besoin d'un ajustement précis de son traitement d'insuline. Ok, très clair. Et du coup, Guillaume, vous qui êtes en contact quotidien avec des patients et au plus proche de leur vécu, qu'est-ce que vous avez pu observer sur ces changements-là? Qu'est-ce que ça change dans le quotidien des patients d'avoir accès à cette technologie? Alors, on parle bien des diabétiques de type 1. Ouais. Type 2 qui nécessite de l'insuline, ça sera après. Mais pour ces diabétiques de type 1 qui ont commencé leur maladie dans l'enfance ou l'adolescence, c'est une révolution absolue. C'est-à-dire que enfin on peut lâcher prise. On a une machine que l'on colle sous la peau, et puis un petit capteur qui enregistre le sucre, et puis il y a une intelligence artificielle qui s'occupe de gérer cette affaire, qui n'est pas simple, et qui la gère bien. Alors c'est parfait, les résultats sont parfaits quand on ne mange pas. Et là, les résultats sont excellents. Par contre, quand on mange, il faut juste que la personne dise « Attention, je vais manger ». Et pareil, il vaut mieux prévenir le système quand on va faire une activité physique. Sinon, le système réagira en disant « Prends du sucre, sinon tu vas faire une hypo ». Donc, c'est une révolution absolue qui libère complètement les personnes qui oublient leur diabète, parfois même un peu trop. Ce que citait Maëva de la vie des diabétiques, c'est envie de dire, c'est le paléolithique. Et maintenant, l'avenir, c'est une vie normale avec un système que l'on colle sous la peau. Il faut juste penser à remettre de l'insuline et à changer le capteur de temps en temps. Voilà. Oui, donc c'est-à-dire que si on est par exemple un adolescent atteint de diabète de type 1 et qu'on veut faire une grosse soirée avec ses copains, manger des chips ou alors aller faire un grand footing de 2 heures, il faut aujourd'hui, grâce à cette technologie, simplement prévenir le système qui va après ajuster automatiquement grâce à l'algorithme. C'est bien ça, Maëva? C'est ça qui change au final dans le quotidien des patients? Oui. Ce qui change pour les patientes et les patients, en particulier les adolescentes et les adolescents, c'est que une partie de la charge mentale est transférée au système, à l'algorithme qui va s'occuper de faire cette gestion de l'insuline. Le mieux, bien sûr, c'est de prévenir le système d'un événement extérieur très perturbant, comme cette prise de repas ou cette activité physique. Toutefois, j'ai envie de dire qu'on a prévu de s'adapter à la vraie vie des patientes et des patients, et du coup, on a mis en œuvre des algorithmes qui permettent aussi de détecter des situations d'anomalie et de les prendre en compte, de les gérer, tout en gardant la sécurité pour les personnes de ne pas mettre trop d'insuline. Donc, même lorsque les personnes, ça peut arriver, on oublie de déclarer un repas, et les algorithmes sont capables de prendre en compte cette situation et de gérer au mieux pour le bon suivi du traitement et une belle qualité de glycémie. Alors justement, nous avons testé ce système avec les adolescents qui font exactement ce qu'ils veulent, bien sûr, avec le professeur Jacques Beltran à Necker. Et on a pris des jeunes gens, des jeunes filles, en disant, écoutez, faites tout bien et prévenez le système. Et puis, une autre semaine, vous dites rien, faites ce que vous voulez, vous ne prévenez rien. Alors le système, ça marche un petit peu moins bien, mais le système est capable de surmonter. Pas parfait comme résultat, mais il n'y a pas de catastrophe. Le résultat est tout à fait convenable. Pas encore le résultat définitif, mais enfin, c'est très encourageant. Donc, oui, il vaudra mieux prévenir son système, mais si on ne le prévient pas, bon. Ça passe. Finalement, c'est un véritable bond en avant que vous avez permis aux patients de faire avec cette technologie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi de la faire vivre avec une forme entrepreneuriale en créant une start-up, comme je l'ai précisé au début, qui s'appelle Diabeloop. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce modèle entrepreneurial? Comment ça s'est construit concrètement? Parce que je connais pas d'autre façon de faire que de mettre sur le marché un système qui a reçu des agréments des ministères et qui maintenant suit un système commercial. On n'est pas les seuls. Il y a 2 autres grandes firmes américaines qui ont fait des systèmes que nous pensons moins performants que les nôtres, mais il faut qu'on le démontre. Et mon Dieu, maintenant, les diabétiques peuvent avoir accès à 3 et maintenant un 4e système anglais qui arrive sur le marché. Donc, on est dans le commerce de la santé au bon sens du terme. Et il faut que des entreprises, c'est leur boulot de vendre et de trouver des ressources pour financer leur vente, leur organisation et bien entendu de poursuivre, de nourrir leur recherche. Et ça concerne combien de personnes aujourd'hui qui
disposent de votre technologie et qui vivent avec cette nouvelle technologie en France et même dans le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe. Alors, pour l'instant, seule une minorité de diabétiques de type 1 y ont accès parce que les choses se font progressivement. Il faut aussi des centres capables de les mettre en place. Il faut que les diabétologues apprennent à maîtriser ces outils. Donc, on est au début d'un processus qui est irréversible, bien entendu, et dans les systèmes de santé, merci la France qui est très généreuse pour ça, qui permettent d'avoir accès gratuitement à tout ça, là, à tous ces systèmes sans avoir à les payer, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Eh bien, la totalité des diabétiques de type 1 ont vocation à être équipés, à plus ou moins long terme, de ce type de système. Alors, soit le système Diabeloop, qui, je pense, est le meilleur, soit les concurrents, qui sont très bien aussi, quand même. Et du coup, est-ce que vous avez des enjeux particuliers pour les prochaines années à venir, Maëva? Sur quel aspect de votre recherche vous allez concentrer votre attention? Si je peux rebondir sur la création de la start-up Diabeloop, elle sort de la collaboration étroite qui a eu lieu donc entre diabétologues, technologues et patientes et patients. L'objectif du CEA et ou du CERI-TD n'était pas de vendre ce produit. C'est pour ça qu'une structure dédiée a été montée, créée et développée. Et en effet, si je reviens sur le futur, donc aujourd'hui, il y a plusieurs algorithmes, plusieurs produits qui ont été développés, puis testés en essais cliniques, évidemment, et ensuite qui vont vers le marquage CE avant que cela puisse être utilisé en vie courante par les personnes. Donc, il y a le premier qui s'appelle DBLG1, qui est pour les personnes adultes vivant avec un diabète de type 1. Ensuite, nous avons aussi développé une version dédiée aux personnes qui vivent avec un diabète très instable, donc les plus instables, les diabétiques de type 1, donc avec une série d'algorithmes et de réglages dédiés. Grâce à des projets européens, nous avons aussi travaillé sur des versions de pancréas artificiel pour les enfants et puis aussi pour les adolescents. Donc ça fait déjà plusieurs produits qui ont vocation à être mis sur le marché pour les enfants et les adolescents. Et le rôle de centres de recherche comme le CIRID, c'est de recueillir le fruit intellectuel des équipes de Maëva pour les tester chez toutes ces populations, parce que c'est pas le tout de dire j'ai un bon pancréas, faut-il le montrer. Donc c'est une méthodologie des essais qui est très rigoureuse, et on recrute à travers les grandes équipes françaises et internationales des patients qui sont volontaires pour les essayer, et on doit démontrer de façon la plus rigoureuse et la plus scientifique possible que 1, ça fait beaucoup mieux pour régler la glycémie, et que 2, c'est pas dangereux. Et donc toutes ces études sont publiées sur le plan international, soumises aux autorités qui apprécient le travail et qui donnent leur autorisation, 1, pour commercialiser, et ensuite obtenir le remboursement par la sécurité sociale. Voilà. C'est un très long processus qui a quand même pris une bonne dizaine d'années, Maëva. Ça fait 10-12 ans qu'on a commencé. Je me souviens des premiers essais, quand on dormait sur le plancher des chambres des patients pour voir tous les quarts d'heure comment le système marchait. On a quand même fait de gros progrès, souvenez-vous. Oui, j'ai envie de dire que c'est une aventure au long terme, puisque cette collaboration s'est construite petit à petit, et que la force de cette coopération, c'est d'avoir réussi à créer une culture commune entre les médecins, les médecines, les diabétologues et puis les ingénieurs et les ingénieurs, pour comprendre les besoins des unes et des autres, les contraintes des uns, des unes et des autres. Et c'est ainsi qu'on a pu mieux définir quel était le besoin réel pour le traitement de la maladie. Donc les algorithmes sont à l'état de l'art, et au-delà pour tout ce qui est intelligence artificielle et optimiser les doses, mais ça a été conçu pour une interface vraiment adaptée aux besoins des personnes dans leur vie quotidienne. Ça, c'est vraiment la grande richesse de cette coopération, et ça s'est fait sur la durée, puisque le démarrage du projet a eu lieu il y a 12 ans maintenant. Donc ça s'est construit progressivement avec des premiers essais d'algorithmes et de régulation sur quelques heures, bien évidemment dans le cadre d'essais cliniques dans plusieurs hôpitaux français. Et ensuite, nous sommes allés plus loin, jusqu'à la régulation, le port de ce dispositif pendant 3 jours, où nous avons comparé les résultats avec le pancréas artificiel versus les personnes qui ont leur traitement habituel. L'objectif, c'est de montrer la non-infériorité, voire la supériorité de ce système. Et puis, nous sommes allés crescendo, puisque ensuite, nous avons comparé ou testé cette proposition de dispositif sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc, on est vraiment allé progressivement, et au fur et à mesure, nous avons adapté nos logiciels, nos algorithmes pour
avoir les meilleures performances possibles pour les personnes. C'est super intéressant de voir à quel point c'est un travail qui se construit par étapes et puis avec un apport aussi concret de la vie quotidienne des patients. C'est-à-dire que vous l'avez vraiment construit avec elles, avec eux et avec chacun de leurs retours. Donc c'est super inspirant. Oui, Guillaume, vous vouliez rebondir. Juste pour dire qu'il y a eu 13 études de réaliser sur des centaines de patients. Donc ça a été un très long travail. La 13e est en cours, qui est tout simplement de regarder ce que donne le pancréas artificiel prescrit par tout à chacun, sans aucun cadre scientifique, et vérifier que dans un usage courant banal, eh bien, ça donne tous les aussi bons résultats que ceux que des études très précises et sélectionnées avaient prédits. Et du coup, qu'est-ce qui reste à découvrir pour vous encore? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Quels sont encore les points de difficulté dans la vie de ces patientes et de ces patients où vous pourriez peut-être vous insérer avec vos recherches? Alors, pour les prochaines années, bien sûr, il reste des choses à découvrir, des choses à améliorer. Sur ce qui concerne les personnes vivant avec le diabète de type 1, j'aimerais mentionner qu'aujourd'hui, les bonnes performances des algorithmes du pancréas artificiel sont aussi grâce au fait que les personnes déclarent quand elles mangent ou quand elles vont faire de l'activité physique. Et nous voudrions aller plus loin pour les personnes en améliorant nos algorithmes, ce qui fait que, par exemple, on serait plus facilement en capacité de détecter un repas non déclaré et de le prendre en charge par l'injection d'insuline, ou avec des capteurs complémentaires, de détecter une activité physique qui ne serait pas déclarée et de le prendre en charge dans l'algorithme. Idéalement, nous voudrions aussi être en capacité de détecter un niveau de stress des personnes, puisque ça peut changer le dosage dans le traitement. Ça, c'est de manière générale pour le diabète de type 1. Mais également en termes de population et de personnes visées. Ce que nous avons pu faire, c'est développer des versions d'algorithmes dédiées aux enfants et aux adolescents. Donc, ces versions ont été développées et testées en essais cliniques. Et l'idée, c'est de les rendre accessibles aux adolescents et aux enfants. Le stress, souvent, on voit des patients en consultation qui, habituellement, sont bien équilibrés. Et puis, on les revoit 6 mois plus tard, c'est catastrophe. Et ils nous disent, alors, mais qu'est-ce qui se passe? Et le patient dit, ben voilà, je suis complètement stressé parce que je vais perdre mon boulot, parce que mon épouse ceci, parce que les emmerdements de la vie. Ça impacte directement sur l'équilibre glycémique. Alors c'est pas, quand on dit le stress, c'est pas le stress aigu. Je vous fais peur. Ou ça, c'est pas ça. C'est le stress, disons, psychosocial chronique. C'est celui qui dure pendant des semaines ou des mois. Et ça, c'est très perturbant pour l'équilibre glycémique. Et d'ailleurs, nous sommes, avec mes collègues, en train de mieux comprendre cela. On sait maintenant quantifier ce stress. On a inventé un stressomètre. Ça ressemble à quoi, un stressomètre? C'est tout simplement une échelle visuelle analogique un peu modifiée. Et aux 2 extrémités, je suis absolument pas stressé, ou bien je suis horriblement stressé. Ah, c'est déclaratif. Et vous positionnez comme ça, bien sûr, ça prend 1 seconde. Et donc, on est en train de faire un travail pour regarder l'impact de ce stress psychosocial chronique sur la glycémie, mesurée, bien entendu, par les capteurs de glucose, de façon à pouvoir élaborer des algorithmes que nous confierons à Maëva pour qu'elle rentre ça dans les prochains pancréas artificiels, de façon à améliorer encore le rendement de ces pancréas artificiels qui vont révolutionner la vie de nos patients. Merci beaucoup Guillaume, merci Maëva, merci à tous les deux pour tous ces éclairages vraiment super intéressants et fascinants. J'ai appris plein de trucs et à bientôt pour un prochain épisode du podcast Carnot. Merci beaucoup.